Bonjour tout le monde, je suis ravi d'avoir été invité à participer à cette conférence sur la réforme de la protection de la jeunesse au Luxembourg, même si c'est à distance et par moyens technologiques interposés. Je me propose en quelques minutes de vous faire une présentation rapide des normes internationales en matière de justice des mineurs, donc les principes qui devraient être respectés et qui devraient guider toute réforme de la protection de la jeunesse. Vous savez que les normes internationales sont nombreuses, qui prévoient toute une série de dispositions garantissant des droits, garantissant également une priorité à la prévention, éviter l'enfermement. Vous avez évidemment la Convention des droits de l'enfant, mais vous avez également différentes règles des Nations Unies qui donnent des garanties ou qui permettent de donner un cadre à toute réforme en matière de protection de la jeunesse. Plus récemment, le Conseil de l'Europe a adopté des lignes directrices en matière de justice adaptée aux enfants, et c'est les différents éléments que je vous propose de passer en revue en 10 points prioritaires. Premier point, la prévention. On ne le répète pas suffisamment, il faut donner la priorité à la prévention, il faut que des politiques sociales soient en place. On connaît les causes majeures qui font que certains jeunes, à un moment donné, transgressent la loi et commettent des délits. Les situations de logement, la pauvreté, l'exclusion scolaire, les conflits familiaux, la maltraitance, la violence institutionnelle font partie des causes qui poussent un certain nombre d'enfants à commettre des délits. Il faut abolir les délits d'État, c'est-à-dire tous ces délits qui sont considérés comme étant des délits uniquement pour les mineurs. Le fait de mendier, le fait d'être exclu de l'école, d'être dans des situations sociales problématiques, ce ne sont pas des délits et ça ne doit pas être traité comme tel. Il est bien entendu important d'agir au plus tôt, dès la petite enfance, et il est également important de soutenir les parents dans leur tâche d'éducation des enfants, c'est également important. Deuxième élément, la justice des mineurs requiert un système spécialisé, un système différent de la justice des adultes à tous les niveaux. Il faudrait une police spécialisée, un parquet spécialisé, des juges et des tribunaux spécifiques, des services sociaux qui appuient le système de justice, des experts capables de pouvoir éclairer le monde de la justice et des avocats qualifiés. Ça veut aussi dire qu'il faut des formations, qu'il faut une approche tout à fait spécifique et différente de celle des adultes, qui soit adaptée à la situation des enfants. Et il ne suffit pas de changer le nom d'une institution entre prison et centre fermé pour jeunes si on ne change pas le contenu. Il faut donc quelque chose qui soit absolument adapté à la situation des enfants. Troisième élément fondamental, il faut que l'approche et la priorité du système soit une approche éducative. L'enfant est une personnalité en construction. On sait que son développement dure et le développement de son cerveau en particulier continue, certains spécialistes disent, jusqu'à 25 ans. Donc ça veut dire que c'est encore une période de transition, une période de construction de sa personnalité. Et il est vraiment important de pouvoir accompagner cette construction de sa personnalité avec une visée éducative, ce qui est l'opposé de l'approche punitive. Il faut aussi donner ou mettre l'accent sur la réhabilitation et la réintégration de ces jeunes. Quatrième élément, il est vraiment important d'avoir une approche multidisciplinaire. Une intervention psychosociale, il faut que différents spécialistes soient impliqués dans la prise en charge des jeunes qui sont en conflit avec la loi, comme on dit. Il faut que ces différents intervenants puissent collaborer ensemble, mais dans le respect de leurs fonctions respectives et du secret professionnel. Et il faut appuyer toute décision judiciaire sur un diagnostic social qui permette de mettre l'accent sur l'individualité du jeune et les perspectives que chacun d'entre eux peut avoir dans la vie. Cinquième élément, la déjudiciarisation. Le système de justice ne peut pas tout. Il faut un âge minimum de responsabilité pénale, en dessous duquel il n'y a pas de délit, et l'enfant va, s'il a commis quelque chose qui pour un adulte est un délit, va devoir être pris en charge par un système social avant tout. Il faut aussi des alternatives à la procédure.
La justice ne va pas tout résoudre et il y a un bon nombre de situations qui peuvent être prises en charge sans éviter d'utiliser et d'encombrer les tribunaux, sans mettre en route une grosse machine qui, dont on le sait, ne donne pas toujours les résultats les plus positifs. Sixième élément, et ça fait partie de cette dimension éducative du système de justice, il faut une approche restauratrice. La médiation, la concertation restauratrice, comme on l'appelle, le travail d'intérêt général, se fonder sur le projet du jeune, sont tous des éléments d'une approche qui est plutôt positive et qui vise à mettre le jeune dans une perspective où il va pouvoir être fier de ce qu'il réalise, il va pouvoir prendre conscience des délits qu'il a commis, des conséquences qu'il a de l'acte qu'il a commis sur la société, sur les victimes, et tout ça est positif à condition qu'il y ait un accompagnement éducatif tout au long de ces prestations ou mesures. Septième élément, et je ne saurais trop insister sur celui-là, l'enfermement doit rester une mesure de dernier recours et ne peut être prise que pour la durée la plus courte possible. Ce ne sont pas que des mots, ce sont des principes et ces principes doivent être respectés. L'enfermement est une exception. Il faut que les mesures de privation de liberté soient prévues très clairement dans la loi, mais que d'autres formes de mesures puissent être également prévues et que de manière explicite la priorité soit donnée à ces autres mesures. On sait que l'enfermement cause plus de dégâts sur le développement de l'enfant que ne résout les problèmes. Autre élément important s'agissant de l'enfermement, ce sont les conditions de l'enfermement. Il faut une séparation complète des adultes. On sait que les adultes peuvent avoir une influence très négative sur des jeunes dont la personnalité est en construction, et donc il faut absolument éviter cette promiscuité qui est négative par rapport aux jeunes. Donc il ne s'agit pas de créer une aile séparée dans une prison pour adultes, il faut des institutions qui soient totalement séparées. Il faut que le milieu soit non carcéral. On n'éduque pas en prison. La prison n'est pas là pour éduquer. Il faut des lieux qui permettent l'éducation et ce n'est pas le type carcéral qui le permettra. Il faut évidemment des garanties juridiques, l'assistance par avocat, des recours contre des décisions d'enfermement et les principes de procès équitable doivent bien entendu trouver à s'appliquer. Le respect des droits doit être garanti, y compris en détention. Tous les droits, que ce soit le respect de la vie privée, le droit à des contacts avec la famille, le droit à un accès à la santé, à un accès à une aide juridique, doivent bien entendu être garantis dans ce cadre-là. Il faut une surveillance et un contrôle qualifié des conditions de détention, indépendant par une instance extérieure qui a la capacité d'évaluer les conditions de détention d'enfants, ce qui n'est pas tout à fait la même chose que l'évaluation et le contrôle de la détention d'adultes. Et enfin, il faut également qu'il y ait des mécanismes de plainte accessibles et effectifs pour quand un jeune pense que ses droits n'ont pas été respectés en détention, qu'il puisse faire état de ses difficultés et s'adresser à une instance qui va pouvoir contrôler si ses droits ont été respectés. Huitième principe fondamental, les garanties juridiques. Ce n'est pas parce qu'il s'agit d'un enfant qu'on doit faire abstraction des notions de procès équitable, la présomption d'innocence, le fait qu'on ne s'auto-accuse pas, le respect des droits de la défense. L'enfant a besoin, et c'est un effort particulier que le système de justice doit également mettre en place, d'un droit à l'information. Il a droit à toute information qui va lui permettre de comprendre ce qui se passe et de pouvoir être acteur dans la procédure qui le concerne. Si c'est nécessaire, il faudra qu'il ait également un accès à une interprétation par des personnes qui sont également qualifiées et formées. Tous les enfants ne maîtrisent pas la langue de la justice. Il faut évidemment l'accès et l'aide d'un avocat, et on l'a dit, spécialisé, formé particulièrement pour s'occuper d'enfants. Il faut garantir une participation, une audition des enfants dans les procédures et au-delà des procédures dans l'ensemble du système de justice pour mineurs. Neuvième élément important également, bien entendu, c'est la réintégration et le suivi.
une fois que des mesures ont été prises, il faut préparer le jeune à pouvoir réintégrer la société d'une façon positive, dans les meilleures conditions. Il faut un accompagnement spécialisé qui ne s'arrête pas à la porte de l'institution. Il faut bien entendu soutenir l'entourage, la famille, les parents pour pouvoir leur permettre de jouer de nouveau un rôle positif et actif dans l'éducation de l'enfant. Bien entendu, il faut respecter la vie privée et donc pas compromettre la réintégration en stigmatisant l'enfant d'une étiquette de délinquant qui va l'empêcher de retrouver une école, une formation, voire un travail. Et 10e élément, la question de la recherche et de la formation. La délinquance juvénile est un phénomène qui n'a pas encore livré toutes les connaissances et il est encore certainement possible d'étudier ce phénomène, d'analyser les mesures qui sont prises, les réponses qui sont données à ce phénomène, et il est important de pouvoir aussi évaluer des législations, voir si ça fonctionne et réajuster là où c'est nécessaire. En parallèle, évidemment, la formation des intervenants est très importante et la récolte de données qui est un élément pour pouvoir procéder à ces évaluations. Alors, je ne me permettrai pas de faire de longues réflexions sur le projet luxembourgeois en cours d'élaboration. C'est un projet qui manifestement a fait l'objet déjà de longues discussions. J'en ai fait une analyse rapide et sans doute très superficielle, mais 2 éléments ont attiré mon attention. Premier élément, le fait que c'est un projet qui mélange encore très très largement les enfants en danger et les enfants délinquants. Si on peut comprendre que des enfants délinquants sont d'abord et avant tout des enfants en danger, c'est malgré tout une approche qui a ses limites, surtout quand on traite les enfants en danger comme s'ils étaient des délinquants en permettant un placement en milieu fermé. C'est une inquiétude qui me paraît tout à fait importante et à prendre en considération. 2e élément, et ça c'est encore un élément qui est en lien avec la question de la privation de liberté, le fait que la loi permet encore de placer des mineurs en centre pénitentiaire pour adultes, même si c'est dans une aile séparée, me paraît contraire à la Convention des droits de l'enfant, et il faut bien se rendre compte que c'est une réponse qui est peut-être une solution en matière de sécurité publique à très court terme, mais à long terme, on crée des jeunes qui ne pourront pas se réintégrer de manière adéquate dans la société. Or, ça doit être l'objectif de toute politique en matière de protection de la jeunesse. Voilà, ces quelques réflexions qui, je l'espère, vous aideront à alimenter l'ensemble de la réflexion et des débats dans lesquels vous êtes. Je vous souhaite des discussions fructueuses pour la suite et je vous remercie de m'avoir accordé votre attention.